Alors, ce soir, nous allons parler de sens, du sens de la vie. C'est une question tellement importante et en même temps avec des avis tellement différents, comme vous avez vu sur la citation d'Albert Camus et les Lévitiques, où on arrive à des choses assez extrêmes. Vous ne serez jamais heureux si vous continuez à rechercher en quoi consiste le bonheur. Vous ne vivrez jamais si vous recherchez le sens de la vie. Là, on voit qu'il y a vraiment des avis très différents. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, évidemment. Faut-il chercher un sens à sa vie? C'est la question qu'on va évoquer aujourd'hui. Et on va le faire en essayant d'être le plus ouvert possible pour se donner le plus de possibilités, pas s'enfermer dans un couloir ou dans une voie, dans une manière de penser unique, mais au contraire essayer d'ouvrir les possibles. Au fur et à mesure de ce que j'ai préparé comme conférence, je me suis rendu compte qu'il y avait des options toujours très différentes chaque fois. Et voilà, j'ai envie de vous en faire profiter aussi. Et, alors bien sûr, c'est plus la vision que j'adopte en tant que spécialiste en intelligence émotionnelle, évidemment. Je ne suis pas philosophe, je ne suis pas un chercheur dans ce domaine, mais ça m'intéresse d'aborder les différents thèmes qui m'intéressent à travers l'intelligence émotionnelle. Ça veut dire que je vais vous solliciter, vous aussi, et vous demander de mettre de côté le mental, de mettre de côté ce que vous savez déjà, votre expérience, pour vraiment écouter avec le cœur ce qui va se dire et s'échanger entre nous. Essayez vraiment physiquement de porter votre attention au niveau du cœur et regardez ce que ça donne, s'il y a des choses différentes. Parce qu'on a tendance à être toujours concentré sur la tête et l'intelligence émotionnelle, c'est pas vraiment sur le cortex que ça se passe, même si, mais au niveau du cœur. Donc peut-être je vous invite à faire cette expérience ce soir, de rester attentif à ce qui se passe au niveau du cœur, pendant que vous écoutez ce que je vais vous dire, et peut-être pendant que vous allez participer aussi en posant des questions ou des partages, si vous avez envie de faire des partages. Est-ce que c'est OK? It's OK. Right. Alors, on va commencer par, tout de suite, par quelque chose qui est de la relation humaine. Je vais vous inviter à regarder votre voisin, trouver votre voisin s'il est loin, et lui demander de se présenter. Voilà, on va tout de suite commencer les relations humaines, puisqu'on est en intelligence émotionnelle. Présentez-vous avec des émotions, en lui disant qu'est-ce que je ressens là maintenant. Et vous avez 3 minutes chacun, on va faire un aller-retour, 3 minutes chacun pour vous présenter. D'accord. Et là, c'est une amie à vous, c'est ça? C'est une connaissance à vous. Et c'est vrai que là, du fait que ce soit une pratique, toute son attention était là pour vous écouter. Voilà. Et c'est vrai que c'est curieux quand même. C'est une bonne observation parce qu'en fait, en général, c'est même la même chose quand je demande aux gens de s'installer confortablement dans le siège. Et je vois tout le monde bouger, faire des choses pour se mettre confortable. Et en fait, on devrait tous automatiquement s'installer confortablement dans son siège, sans se poser de questions. Eh ben non, on s'oublie. Et là, c'est pareil. Comme c'est une pratique, il y a un effort d'expression authentique et un effort d'écoute de l'autre aussi. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être naturel chez nous. Et l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité qu'on a d'écouter nos émotions et d'écouter les émotions des autres. C'est d'être sur la même longueur d'onde au niveau des émotions. Ça veut dire que quand vous dialoguez avec une personne, comme je suis en train de le faire avec vous par exemple, je suis présent à ce qui se passe en moi, à ce que je ressens. Est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est désagréable? Je suis tout le temps conscient de ce qui se passe chez moi quand je parle avec vous. Et l'idée de développer cette intelligence émotionnelle, l'idée c'est d'arriver à être de plus en plus conscient de ce qui se passe en vous. Pourquoi? Parce que plus je suis conscient de mes émotions, plus je vais m'adapter à mon environnement extérieur. Plus je vais m'adapter à mes besoins. Parce que mes émotions, elles servent à identifier mes propres besoins. Et donc ça veut dire qu'on peut développer une société où chacun va écouter ses besoins et chacun va être capable d'écouter les besoins de l'autre.
de manière naturelle, sans qu'on soit nécessairement dans un cadre de formation, un cadre thérapeutique ou un cadre de développement personnel. C'est juste acquérir cette capacité d'utiliser votre intelligence émotionnelle au quotidien. C'est toute la différence entre l'intelligence émotionnelle et toutes les approches thérapeutiques de développement personnel. C'est comment je vis mes émotions maintenant, tout de suite. J'attends pas d'aller voir mon coach ou d'aller voir mon thérapeute. Comment je vis aujourd'hui, maintenant. Quand je suis là devant vous, quand je suis devant Gilles en train de me parler. C'est à chaque moment, je suis présent à ce qui se passe chez moi. À chaque moment, je suis avec moi. Et je ne suis jamais seul. Il y a des places devant, si vous voulez. Donc voilà l'idée, en résumé, puis on va revenir dessus, bien sûr, l'idée de l'intelligence émotionnelle. Et on va la développer sur le sujet, le thème du sens de la vie. Et donc, avant de vous parler du sens de la vie, je vais vous interroger, vous inviter en tout cas à exprimer, vous, le plus spontanément possible, quel est le sens que vous donnez à la vie. Alors, je ne vais pas vous écouter tous un par un, on n'aura pas le temps de le faire, mais par contre, on va faire comme vous venez de faire, en binôme, avec votre voisin. Vous allez avoir 3 minutes pour parler et dire quel est le sens de la vie pour vous. C'est quoi? Quel sens je donne à ma vie, moi, aujourd'hui? 3 minutes. Et ensuite, vous écoutez votre voisin et il va pouvoir exprimer aussi quel est le sens de la vie pour lui. Et après, on va développer tout ça. D'accord? Prêt? Même si vous vous connaissez. Qui a été surpris par ce qu'a dit l'autre en face sur le sens de la vie? Qui n'a pas été surpris? Ok. Bon, je vous donne pas une bonne note, hein, là. Pourquoi? Bonne question. C'est Pierre, hein? Eh ben, Pierre, je vais te dire pourquoi. Parce que, en fait, c'est de ma faute. J'aurais dû vous donner plus de temps. Là, on a pris 3 minutes. Hein. Mais en vous donnant plus de temps, vous allez passer dans la réponse du mental et vous allez descendre à ce qui est émotionnel. Et là, vous découvrez des choses sur vous-même. Parce que la première réponse qu'on donne, elle est là-haut. Elle est ce qu'on sait, en général, bien sûr. Hein. C'était très émotionnel ce qui a été dit. Oui. Là, maintenant. Oui. Par nous trois. En tout cas, c'est comme ça que j'ai entendu. Mm-hmm. C'était pas du tout intellectuel. Et la réponse, ça a été, et je jette ça comme ça. Ok. Ok, donc vous avez répondu aux critères, effectivement, vous êtes rentré dedans, dans l'exercice, tout de suite. Brillant quand même. C'était Brillant aussi. Brillant aussi. Ben, bravo. Parce que ça, en général, c'est pas évident. Hein. Le premier coup, comme ça, descendre tout de suite au niveau émotionnel et vivre quelque chose en 3 minutes, c'est un vrai challenge. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Quand même un mot pour honorer Peter Salovey et John Mayer, qui ont inventé ce terme en 1990, qui sont des psychologues américains. Et je vous ai concocté une définition spécifique pour ce soir sur l'intelligence émotionnelle. C'est apprendre à accueillir le sens et le non-sens sereinement. Le sens et le non-sens. Alors le sens, c'est vrai qu'on a tendance à l'accueillir plus facilement. Et le non-sens, c'est... pourquoi le non-sens? Parce qu'il nous arrive de traverser des périodes de notre vie où on perd le sens de la vie, on perd le sens des choses, on ne sait plus où on en est, on est dans la confusion. Et dans ces périodes-là, on vit beaucoup d'émotions. Et c'est justement dans ces périodes-là qu'on a besoin de notre attention. Comme vous avez porté de l'attention à votre voisin tout à l'heure, vous avez vous-même besoin de votre attention. Et être présent dans le non-sens, c'est aussi important, sinon plus, de rester avec vous dans ces moments-là. De rester avec la personne qui a perdu du sens. Qui peut être un conjoint, un enfant, un parent. C'est ça l'intelligence émotionnelle. C'est accueillir le sens et le non-sens, sereinement. Et profiter. Vous savez, il y a énormément de clients qui viennent quand ils sont dans une période de difficulté, en difficulté. Ils sont dans ces périodes de non-sens où ils ne savent plus très bien où ils en sont, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ne veulent pas faire. Et donc, je les accompagne sur cette transition
pour les remettre sur une direction qui leur convient. Peut-être parce que ce qu'ils ont fait dans le passé, ça ne leur correspondait pas. Mais ils ne le savaient pas, ils ne s'étaient pas posé la question. Et donc la première séance de coaching, quand j'accompagne une personne, c'est « Mais pourquoi vous êtes là? C'est quoi le sens de ce coaching? Qu'est-ce que vous voulez avoir à la fin de ce parcours ?» Donc on est obligé de réfléchir ensemble. Et moi je donne un feedback, je valide ce qu'il dit, je creuse s'il y a des questions qu'il n'a pas abordées, je vais lui poser ces questions, jusqu'à ce qu'il sache exactement pourquoi il est là dans ce coaching. Et ça va anticiper sur ce qui va se passer après, pendant les séances qui vont suivre. Et anticiper sur sa vie tout court, c'est-à-dire savoir où il a envie d'aller et qu'est-ce qui le fait vibrer à lui. C'est ça, le coaching en intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'on est toujours guidé par nos émotions. Une personne qui me dit vouloir réussir son activité professionnelle et qui fait tout pour ne pas la réussir. Et je vois comment elle fait pour se saboter. Et donc, elle ne sait plus où elle en est. Elle a envie de quelque chose et en même temps, elle veut autre chose, elle ne comprend pas ce qui se passe chez elle. Il y a une confusion, il y a un paradoxe, il y a une contradiction. Et du coup, ça n'a pas de sens pour elle. Elle ne sait plus où elle en est. Qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire? Est-ce qu'elle doit choisir cette voie, une autre voie? Est-ce qu'elle est au bon poste, à la bonne fonction? Voilà, c'est toutes ces choses-là. Donc ça crée la confusion. Ça peut être aussi une personne qui vient d'être licenciée. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ça fait 20 ans que j'ai travaillé dans cette entreprise, je ne sais pas ce que je dois faire. Quel sens ça a? Comment donner du sens à ce qui s'est passé? Et en donnant du sens à ce qui s'est passé, on va anticiper sur l'avenir. Est-ce que ça va les réponses là? Ça répond? Ok. Ok. Alors, intelligence. Intelligence, ça vient de interligérer. Relier les choses entre elles. Quand on parle d'intelligence, on parle en général de notre capacité à comprendre les choses, la rapidité avec laquelle on va la comprendre. Et dans l'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à utiliser nos émotions pour aller là où on a besoin d'aller, là où on a envie d'aller. Si par exemple j'ai envie de faire le tour du monde, eh ben, je vais faire en sorte de me donner tous les moyens pour y arriver. Si je veux créer mon entreprise, je vais faire en sorte d'utiliser tous mes moyens émotionnels, y compris trouver ce qui me motive dans la vie pour y arriver, etc., etc. Donc l'intelligence émotionnelle, ça peut paraître contradictoire, mais en fait c'est comment j'intègre mes émotions dans mon intelligence. Et l'intelligence rejoint ce que disait Madame tout à l'heure, c'est-à-dire cette intelligence qui est unifiée entre notre intelligence cognitive, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence du corps. Donc c'est en fait, on a de nombreuses formes d'intelligence. Et on n'utilise qu'une seule forme d'intelligence dans notre vie, alors qu'on peut utiliser d'autres capacités que nous avons. Je vais continuer sur la définition. En acceptant de les laisser nous traverser sans craindre d'être envahis. Ça veut dire que quand il y a du non-sens, par exemple, je peux ressentir de la peur, de la gêne, un malaise, et bien je vais observer à l'intérieur de moi cette gêne. Je vais observer à l'intérieur de moi ce malaise. Je ne vais pas me laisser envahir par ce malaise, mais je vais l'accompagner. Et c'est ça qu'on entraîne quand on développe l'intelligence émotionnelle. Cette capacité de rester présent quand une émotion nous traverse. Oui? Alors, on va continuer. Le non-sens des tabous. Alors, je me suis permis d'utiliser aussi ça pour les tabous. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup sur les tabous, et vous allez voir pourquoi on parle des tabous. Les tabous sont aussi un fil à la patte quand on voudrait suivre ses désirs, s'exprimer, s'épanouir. Nos tabous nous isolent de nos fragilités et nous empêchent aussi de les guérir. Curieusement, j'ai remarqué que tous les sujets tabous généraient des problèmes dans les relations. Dès qu'il y a un sujet tabou, je prends par exemple la sexualité, c'est un sujet tabou, on n'en parle pas, et c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Parce qu'on n'en parle pas. La politique, on n'en parle pas, parce que c'est un sujet tabou. Et ça fait des dégâts, pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas. Ça génère des émotions énormes. Et quand on en parle, ça explose. Et donc tous les sujets tabous sont, pour moi, la cause de nos difficultés émotionnelles, mais aussi nos difficultés dans la vie. Donc ça veut dire que si on travaille, si on s'entraîne à communiquer sur tous ces sujets tabous,
ce que je fais depuis 20 ans, et il y en a encore à faire, et ben, on arrive à un accueil de la vie telle qu'elle est, sans essayer de changer quoi que ce soit en réaction à la vie, mais en choisissant d'évoluer dans une direction. On n'est plus en réaction face à la vie, mais on est en création de la vie. Et une chose simple, c'est dites-vous de quoi je refuse de parler. S'il y a une chose à laquelle vous refusez de parler, ça veut dire que c'est un sujet tabou pour vous. Donc, vous comprenez pourquoi je parle des tabous, parce que les tabous, ça va générer des émotions. Et donc, ce qui est important, c'est d'arriver petit à petit à écouter les émotions qui sont générées par les tabous. Pour vous sentir à l'aise dans toutes les situations de la vie. Et surtout pour les accompagnants. Quand vous accompagnez des gens qui vivent des émotions, comme la colère par exemple, c'est pas toujours facile d'accueillir la colère de l'autre. Alors, le sens des émotions, on voit par exemple que les émotions ont une carte corporelle, et on voit dans tout ce qui est jaune une intensité forte, un mouvement, une énergie qui circule. Dans ce qui est rouge, ça circule un peu moins. Dans ce qui est noir, c'est neutre. Dans ce qui est bleu, il n'y a plus du tout d'énergie qui circule. Donc par exemple, la dépression, vous voyez la personne, les bras et les pieds bleus. Il manque d'énergie. Dans la tristesse, et à l'inverse, dans le bonheur, dans l'amour, on a beaucoup d'énergie qui circule. Et c'est une étude qui a été faite transculturelle, évidemment. Ça dépasse l'Europe. Mais c'est juste pour vous, voilà, pour voir que les émotions, c'est dans le corps, que les émotions, ça agit sur vos réactions hormonales, neurologiques, immunitaires. Et qu'une émotion qui est libérée a un impact sur votre guérison. Ça, c'est très important. Donc, c'est pas seulement être à l'aise avec les autres en société, c'est aussi prendre soin de soi au niveau de sa santé. Alors, est-ce que vous êtes authentique? Qui est authentique dans sa vie? Agnès, je ne vois pas ton bras levé. Qui est empathique? Vous savez que si vous êtes empathique, vous êtes dans le non-jugement. C'est un beau cadeau que vous faites. Qui est résilient? Qui aime aider les autres? Et qui est curieux dans la vie? Ah bah ouais. Si vous êtes là, c'est que vous êtes curieux quand même. Bon ben, félicitations, vous êtes des hauts potentiels émotionnels. Alors si vous voulez aller plus loin, il y a des études qui sont faites. Et vous pouvez voir si, effectivement, vous êtes un haut potentiel émotionnel. En tout cas, c'est les 5 caractéristiques que j'ai relevées et qui me parlent, moi, de mon expérience, des 20 ans d'expérience que j'ai. Oui? Précédent. Le rouge, c'est une circulation d'énergie qui est moins forte que le jaune. Donc c'est rouge, jaune, noir, bleu. Juste quelques mots sur les neurosciences d'une étude qui m'a vraiment interpellé. 60 000 pensées par jour, plus de 80% sont identiques à la veille. Imaginez, 80% de 60 000 pensées sont les mêmes. Demain, vous allez penser de la même façon qu'aujourd'hui. Même pensée. Et ce qui nous intéresse encore plus, c'est qu'il y a 80% de émotions négatives. Vous allez me dire, c'est quoi les émotions? C'est des vieilles émotions. Merci, pas de photos s'il vous plaît. Des vieilles émotions. Et c'est là qu'on voit toute la différence. En intelligence émotionnelle, on s'intéresse aux vieilles émotions parce qu'on veut libérer les vieilles émotions qui sont redondantes. Et on a 80% de vieilles émotions qui reviennent. C'est énorme. Donc on fait un travail systématique de clarification de toutes les émotions qui émergent, qui se répètent. Jusqu'à arriver à vivre les émotions nouvelles. Vivre de nouvelles émotions. Ça veut dire des émotions spontanées, naturelles.
et pas des émotions construites par la culture, par l'éducation, par les traumatismes, par les blessures, par tout ça. Et retrouver notre nature. Et donc, plus on va utiliser des neurocircuits, et c'est là le lien, plus on va utiliser les neurocircuits, pour les émotions comme pour les pensées, et plus on va construire des circuits qui sont forts. Ça veut dire que si on a des circuits de répétition d'un certain nombre de choses, des 95%, eh ben on peut démonter ces circuits et créer de nouveaux circuits. Et c'est ce qu'on fait dans les entraînements. On crée des nouveaux circuits pour développer notre intelligence émotionnelle. Et pour ça, on doit le faire plusieurs fois, le répéter, le répéter, le répéter, le répéter, pour que ces circuits soient stables dans le cerveau. Et donc créer des liens synaptiques. Alors, vous parliez tout à l'heure de la paix dans le monde. Le sens, je ne pouvais pas ne pas parler du sens politico-spirituel. En ce moment, il y a quand même des choses assez horribles qui se passent. Et pourquoi avons-nous peur de notre lumière? Ça c'est, comment il s'appelle déjà? Mandela, merci. Nelson Mandela qui a dit qu'on avait plus peur de notre lumière que de notre peur. Mais et je le vérifie tous les jours. C'est curieux. Vous savez pourquoi je commence à travailler sur le désir quand on fait un training en intelligence émotionnelle et pas sur la peur? Parce que je m'aperçois qu'en développant cette capacité à vivre notre désir, on va libérer de nombreuses peurs. Donc il n'y a pas besoin de s'intéresser à la peur. Et du coup, en libérant et en clarifiant toutes nos émotions, on arrive à accueillir notre lumière, à devenir rayonnant au sens naturellement, parce qu'on est tous naturellement rayonnants. Mais on s'est mis des couches de peur, de colère, de tristesse, qui enveloppent tout ça, et qui nous empêchent de voir qui on est vraiment. Oui. Alors, une angoisse, c'est une peur dont on ne connaît pas l'objet. Mais c'est pareil, peur au sens large. Hein. Ça peut être des craintes, ça peut être des appréhensions, ça peut être de l'inquiétude, ça peut être toute forme de peur. Alors, passer de la terreur à la peur, vous avez compris comment on fait. Hein. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à la terreur, et dès qu'il y a de la terreur, on allume la télé, on allume le poste, et on se dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et tout de suite, la tension monte, et on porte beaucoup d'attention sur la terreur. Trop d'attention sur la terreur. Pourquoi vous avez marqué terreur, extase? J'y viens. Et donc, le meilleur remède que j'ai trouvé en intelligence émotionnelle, et là je ne parle pas de politique, je ne parle pas de tout ça, non. Le meilleur remède que j'ai trouvé, c'est de porter notre attention sur l'extase. Qu'est-ce que l'extase? Comment je vis mon extase? Comment je vis le plaisir? Comment je vis le désir? Vous voyez là ce qu'on a dit tout à l'heure? 80% de émotion. Plus on utilise un circuit, et plus il devient fort. Donc qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas réagir contre la terreur. Parce que nous avons tous vécu des moments de terreur dans notre vie. Et si nous ne clarifions pas cette terreur de notre histoire, de notre enfance surtout, alors il y a de fortes chances que nous cherchions à terroriser les autres. Et donc c'est un cercle vicieux. Et la meilleure façon d'arrêter la terreur, c'est de la regarder en face. La violence, c'est pareil. Violence et agressivité. On parle beaucoup de violence. Vous allumez la télé, j'ai plus de télé moi aujourd'hui, hein, mais vous écoutez l'actualité, on parle de violence toute la journée. Stop quoi. Arrêtez. On rentre dans un cercle vicieux et on ne peut plus s'en sortir. Terreur, violence, on passe à autre chose. Et là j'ai proposé, curieusement, je n'ai pas proposé l'extase, mais l'agressivité. Pourquoi? Parce que pour moi la violence, c'est considérer l'autre comme inférieur à moi. Dès le moment où j'ai considéré l'autre comme inférieur à moi, je m'autorise à le juger, à l'agresser, à le tuer, à l'handicaper, à le violer, à faire ce que je veux. Je m'autorise tout. Mais si je considère l'autre comme mon égal, alors je ne peux plus faire ça. C'est impossible pour un cerveau humain de terroriser l'autre. Donc c'est là qu'il faut agir.
C'est là qu'on peut arrêter le terrorisme, c'est là qu'on peut arrêter toutes ces formes de violence. Et ça ne commence pas sur le territoire Moyen-Orient, ça commence ici. Là-bas, on a quelque chose qui est extrême, mais on le vit tous les jours. Et c'est à nous de trouver le courage, la force, de voir ce qui nous fait peur, de voir ce qui nous terrorise. Oui ? Tout à fait. Question. Bonsoir. Êtes-vous toujours conscient de ce que l'on fait à autrui? Alors je vais répondre indirectement. Vous savez que le désir, vous pouvez le ressentir si vous n'avez pas peur. Dès qu'il y a de la peur, elle va recouvrir le désir. Vous ne sentez plus le désir. L'amour, c'est pareil. Dès qu'il y a de la peur, vous ne sentez plus l'amour. Est-ce que les gens qui terrorisent les autres sont conscients? Moi, j'ai envie de dire, oui, ils sont conscients. Mais ils ont tellement peur qu'ils n'écoutent plus leur capacité à aimer l'autre. Et donc, ils ne ressentent plus rien. C'est un peu comme les nazis, ils ne ressentaient plus rien. On a interrogé Eichmann, on lui a demandé, on lui a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Il a dit, mais j'ai obéi aux ordres. Ils n'étaient plus connectés à leur cœur. Donc non, ils n'étaient pas conscients. Est-ce qu'ils sont responsables? Oui, bien sûr. Chacun est responsable de ses actes. Chacun est responsable de ses émotions. C'est mon point de vue. Alors maintenant, le pouvoir et la puissance. Oui, j'ai pris deux définitions différentes. Pour moi, le pouvoir, c'est le pouvoir sur l'autre. J'ai choisi de définir le pouvoir comme ça, pour bien le différencier. C'est avoir du pouvoir sur l'autre. Donc c'est se considérer comme supérieur à l'autre. Alors que la puissance, c'est la puissance interne. C'est comment je trouve ma propre puissance. Comment je m'épanouis, comment je me réalise, comment je réalise mes projets, mes rêves. Donc c'est passer du pouvoir à la puissance. Et enfin, à part les émotions, c'est passer de l'avoir à l'être, ce qui n'exclut pas l'avoir, mais c'est de commencer par l'être et ensuite avoir si on veut avoir quelque chose. Mais c'est d'abord s'orienter, agir à partir de son être. Je prends un exemple. Si j'ai une belle voiture, si j'ai une Ferrari, je serai heureux. Non, on est d'accord. Je suis heureux, et après, si j'ai envie de m'acheter une Ferrari, ok, tant mieux pour moi. Donc c'est inversé. Et dans notre société, on a mis l'avoir avant l'être. Et donc transformer les émotions négatives, entre guillemets, parce que ça n'existe pas, les émotions négatives, hein, on est d'accord? La colère, c'est très utile. Hein. La peur, c'est très utile aussi. Quand on est en danger, il vaut mieux avoir peur. Hein. Donc, transformer ces émotions qui sont dites négatives et automatiques, donc ces émotions en fait, en émotions positives. Et ça, c'est votre choix à vous. Chacun peut le faire. C'est un travail d'entraînement qui est accessible à tous, mais c'est à vous, à nous de le faire. Personne ne le fera pour vous. Alors, on rentre dans le sujet, le sens de la vie. J'ai 3 propositions à vous faire. La première de Pierre Rabhi, que j'aime beaucoup, hein. Il a dit « Il nous faudra bien répondre à notre véritable vocation, qui n'est pas de produire ou de consommer jusqu'à la fin de nos vies, mais d'aimer, d'admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes. » C'est beau, non? On va continuer avec Shakespeare. Il a dit « Le sens de la vie est de trouver votre don, votre talent principal. Le but de la vie est de le partager. » Donc, bon courage. C'est le chemin d'une vie, ça. Dans quel sens? C'est le non-sens. Oui, je vois des mains levées. Alors, Pierre Rabhi, je vais essayer de traduire ce qu'il veut dire. Hein. Quand il dit notre vocation n'est pas de produire, ce qu'il veut dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas produire, il ne faut pas consommer. Ce qu'il veut dire, c'est que ce qui est important, ce qui est au cœur, ce qui a du sens pour lui, c'est d'aimer. Et après, une fois que j'apprends à aimer, que je sais aimer, m'aimer et aimer l'autre,
Alors oui, je vais produire, bien sûr. C'est comme la relation entre l'être et l'avoir. C'était d'écrire, oui, c'était d'écrire. Mais Shakespeare, il a vécu à une époque différente de la nôtre. Aujourd'hui, on vit dans une époque où on a tendance à considérer l'humain comme un objet de production ou comme un objet de consommation. C'est de ça dont on parle. Hein. On est bien d'accord. Évidemment, moi je produis quand je suis là, voilà, je consomme, on produit tous, on consomme tous des choses. C'est normal. Hein. Et puis la troisième, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors cette phrase, c'est vrai qu'elle me... sacrée invitation, quoi. Tu aimeras... Alors d'abord, c'est un, tu t'aimeras. Donc là, ça répond à la citation de Pierre Rabhi. Hein. Donc voilà, j'ai le devoir de m'aimer, en gros. Et deux, maintenant que je m'aime, je vais devoir aimer l'autre. Ça rejoint un petit peu l'histoire de je trouve le don et après je partage ce don. Parce que pour trouver le don que j'ai, je dois m'aimer un peu. Je dois porter mon attention sur moi. Si je considère que je n'ai pas de valeur, je n'ai aucun intérêt, je ne trouverai pas le don que j'ai. Ou même, si je le trouve, je ne l'utiliserai pas. Donc tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est vraiment quelque chose qui pour moi peut être voilà, un des principes clés, en tout cas pour ce soir, sur le sens de la vie. C'est apprendre à nous aimer, d'abord, vraiment. Apprendre à nous aimer. Et pas avoir honte de nous aimer. Parce qu'on a tendance à avoir honte en disant mais c'est toujours l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Non, mais c'est aussi soi. Je ne peux pas aimer l'autre si je ne m'aime pas moi-même. Et donc c'est quelque chose qui est très important. Et chacun est unique. Absolument. Ok, on continue? Alors, quelle heure il est là? 19h15, il nous reste 15 minutes, on va aller vite. Alors pourquoi ce sujet? Parce que j'ai l'ambition d'accompagner les autres à vivre l'expérience directe. Je vous ai parlé tout à l'heure des séminaires intensifs où on vit l'expérience en direct, sans les filtres du mental, des émotions et des sensations corporelles. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui reste s'il n'y a plus tout ça? Il reste notre être, ce que nous sommes vraiment, qui est indéfinissable pour le mental. C'est notre unicité, on vient de le dire. Pourquoi aussi ce sujet? Parce que ça nous permet de relier notre intériorité avec notre extériorité. Et d'arrêter de nous raconter qu'il y a un intérieur et un extérieur. En fait, nous sommes bien plus que notre corps. Notre énergie se déploie bien plus largement. Nous sommes constamment en relation les uns les autres, qu'on le veuille ou pas. Donc si moi, je veux être heureux, c'est important que ceux qui sont autour de moi soient heureux. Et si l'autre veut être heureux, c'est important qu'il me permette d'être heureux aussi, etc. Et donc c'est quelque chose qui vient faire tomber des croyances qui nous disent « Ah oui, mais moi, je veux vivre séparément des autres, les autres sont méchants, les autres sont ceci, les autres sont cela. » Non, c'est pas possible. On ne peut pas se séparer des autres, parce qu'on est toujours ensemble, on est toujours en connexion les uns les autres. C'est changer tout notre système de croyances pour arriver à ça. Et puis le troisième point qui me paraît aussi important, c'est de connaître ce qui nous inspire. Hein, comme le disait Shakespeare, et l'offrir. Moi, j'aime ce que je fais, par exemple, et j'ai acquis une expérience, et je vous l'offre. Et ça me fait plaisir de l'offrir. Et c'est ça le cadeau. Le cadeau, quand j'accompagne quelqu'un, c'est de le voir s'épanouir. Il n'y a rien de plus valorisant que ça. Et c'est ce qu'on fait dans le cursus de coaching, c'est de trouver la mission de vie du futur coach. C'est-à-dire d'arriver petit à petit, à travers un travail émotionnel, à trouver ce qui a du sens pour la personne. Et on fait ça pour chacune des personnes, et le groupe aide chaque personne à trouver sa mission de vie, ce qui est important pour elle, ce qui la fait vibrer. Et il y a un avant et un après, évidemment, puisque quand je sais ça, ça vous donne une énergie incroyable. Quand je sais où je veux aller. Alors, c'est quoi le sens de la vie?
D'abord, c'est dépasser le personnage. Dépasser le personnage, ça veut dire dépasser notre costume. Arrêtez de croire que je suis mon costume. Arrêtez de croire que je suis la forme. Le personnage, c'est toutes nos sous-personnalités qui sont figées et qui me font croire que je suis cette personne. Je ne suis pas une personne. Je ne suis pas la somme de mes traumatismes. Je ne suis pas la somme de mes figements. C'est pas vrai. On nous raconte des histoires. Vous êtes bien plus que ça. Donc il y a un déconditionnement à mener, un vrai déconditionnement. Merci de votre attention. Je vais continuer. Deuxième chose importante, c'est accueillir la vie comme une source d'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accueil est une source d'action. Accueillir l'autre comme il est, ça n'est pas ne rien faire. C'est pas me laisser faire. Parce que des fois on me dit, ouais mais bon, si l'autre il t'agresse, bah évidemment, il faut se protéger. La légitime défense, c'est la seule violence, entre guillemets, qu'on peut s'autoriser. Est-ce que c'est de la violence? Je ne pense pas. Mais c'est la seule agressivité qu'on peut s'autoriser, la légitime défense. Et empêcher que l'autre continue de m'agresser. Non seulement l'empêcher de m'agresser, mais l'empêcher qu'il puisse recommencer à m'agresser. Donc c'est accueillir et faire en sorte que l'accueil soit une source d'action. Comme je disais tout à l'heure, accueillir ma terreur, accueillir mon extase est une source d'action en soi. Et enfin, contempler la vie jusqu'à sentir notre totalité. Contempler la vie jusqu'à sentir notre totalité. C'est Jung qui disait qu'en fait on ne voyait qu'une seule partie de nous et que plus on avançait, plus on s'apercevait qu'on était vaste, infini. Et donc plus je suis dans la contemplation de ce que je suis, plus je découvre que je n'ai pas de limite. Est-ce que ça peut être un sens à la vie? C'est à vous de voir. Alors comment on fait très concrètement? Il y a 3 actions possibles. 1. Libérer les émotions pour laisser la place aux émotions. Voilà, vous aurez appris 2 mots aujourd'hui. Mais parlez-en autour de vous, ça. Que tout le monde sache. Parce qu'on a du mal à faire la différence entre les émotions anciennes et les émotions naturelles. Et il n'y a pas de vocabulaire pour ça, malheureusement. Donc j'ai inventé ce vocabulaire. Et deuxième chose importante sur comment faire, c'est accueillir le sens et le non-sens, dans tous les sens du terme, et agir avec spontanéité. Alors, je vais préciser une chose, c'est important. Agir avec spontanéité, ça ne veut pas dire l'autre me dit ouais, t'es nul, et je dis bah non, t'es un con, etc. Non, c'est pas ça. Ça, c'est agir en réaction. Parce qu'on me l'a sorti, ça. C'est agir avec spontanéité, c'est agir avec son cœur. Et faire confiance à ce qui va sortir spontanément, pas en réaction contre l'autre. C'est jamais contre l'autre, la spontanéité, jamais. C'est même l'opposé de la réaction. Mais pour arriver à ça, ça demande de l'entraînement. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odysseemotion.com.